Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du BUP Talk, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui inspirent, bousculent et osent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Benzaken, multiple champion du monde de kickboxing, entrepreneur, mannequin, conférencier. Au-delà du ring, c'est une histoire de valeurs, de discipline et de dépassement. On va parler de sport évidemment, mais surtout de mental, d'identité, de foi et de ce qui fait un véritable champion dans la vie comme sur le ring. Merci d'avoir accepté l'invitation, Cyril. Tout d'abord, comment vas-tu ? Bonjour Sarah, merci de m'accueillir. Je vais très bien, écoute, fraîchement parce que le thermomètre a un peu baissé ces derniers jours, mais ça va très très bien. Est-ce que, comme la majorité d'entre nous, ça a un impact sur ton humeur ? Non, je dirais pas que ça a un impact sur mon humeur, surtout quand il fait, on va dire, il pleut pas vraiment, ça va. C'est la pluie qui m'est désagréable, sinon ça va. On a évoqué tes multiples casquettes. Aujourd'hui, comment tu te présentes ? Comment tu te définis ? Comment je me définis ? Je me définis avant tout par ce que je suis avant de tout ce que tu as cité, c'est-à-dire sportif professionnel et en fait, et donc comme boxeur professionnel champion du monde. Voilà un peu comment je me définis. Et après, quand je développe, des fois, je parle d'autre chose. Ok, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble. Avant toute chose, je voudrais te parler, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que c'est un rêve d'enfant d'être un champion ? Comment tu as été éduqué par rapport à ça ? Alors, j'ai pas été éduqué d'une manière à de devenir champion spécialement. En fait, mes parents m'ont fait, on va dire, m'ont inscrit dans différentes activités sportives pour que j'ai une activité sportive et que je m'épanouisse dans des hobbies, on va dire, en dehors de l'école et que je sois dynamique. Mais ils voulaient pas faire de moi un athlète, loin de là. C'était pas du tout leur projet. Et en fait, moi, à l'âge de 13 ans, j'ai découvert la boxe, le kickboxing dans une salle dans une salle, quoi. Et en fait, je suis littéralement tombé passionné, quoi, tu vois, de ce sport. Et au bout de quelques semaines, vraiment assez rapidement, j'ai eu envie et l'ambition de faire carrière. Et je sais pas, c'était quelque chose qui m'a attiré. Et je me suis dit, j'ai envie de devenir champion. C'est un peu une histoire d'amour, c'est un coup de foudre avec ce sport-là en particulier. Pourquoi tu penses que tu as été attiré par le sport de combat particulièrement ? Est-ce qu'il y avait de la violence en toi qui avait besoin d'être extériorisée ou pas spécialement ? Alors, je sais pas s'il y avait de la violence en moi à l'époque. En tout cas, j'étais pas trop turbulent. J'étais pas violent, pas du tout, hein, tu vois, à cette époque-là et toujours pas aujourd'hui. Et c'était vraiment, non, l'envie de faire un sport un peu complet. Et je me suis orienté vers un sport de combat, voilà, parce qu'on m'a proposé avec des copains d'y aller. Et j'y allais vraiment pour m'amuser et pour en faire un sport, quoi, tu vois, pour devenir sportif, pas pour devenir champion. À quel moment tu t'es dit, ça va être mon métier, ça va être ma vie ? C'est-à-dire qu'il y a il y a un déclic qui fait qu'on passe de l'activité sportive extrascolaire à ta passion et à ton objectif de vie. En fait, comme je te disais, assez rapidement au final, le déclic, je l'ai eu très très vite dans ma tête. Après, j'en ai pas forcément parlé parce que j'osais pas en parler. Je savais que mes parents, ils voulaient pas. Mais avec moi-même, en tout cas, j'avais ce profond sentiment de vouloir faire ça. Et j'avais déclenché cette flamme, tu vois, qui ne s'est pas éteint et que j'ai alimenté jusqu'à en parler et à dire voilà, c'est ça que je vais faire de ma vie. Alors, en tant que mère juive que je suis Ouais. et que je suppose que tu as, comment tes proches, ils ont pris le fait que tu allais recevoir des coups et que tu allais potentiellement te mettre en danger ? Alors, il y a eu plusieurs steps dans ma carrière. Il y a eu quand je vais commencer à faire de la boxe, où c'était super, c'était c'est bien, il va faire un sport de combat, entre guillemets, mais attention, tu vas pas te faire mal. Et après, il y a eu la deuxième étape où j'ai commencé à y aller de plus en plus souvent, à vouloir qu'il y ait un sac de frappe à la maison, etc. Et où des fois je revenais un petit peu
Enfin, ça prenait de plus en plus de place et c'était plus, même si pour mes parents c'était pas encore une vocation, ils savaient pas que j'allais faire ça. Quand ils me voyaient revenir et que j'étais très très impliqué et que des fois des petits bobos, etc. Bah ils commençaient à s'inquiéter, quoi. Tu vois, ils commençaient à pas kiffer. Et en fait, et après la dernière étape, c'est quand j'ai vraiment commencé à en parler, à dire que je voulais faire ça de ma vie où là, si tu veux, pour mes parents, c'était pas une fin en soi, c'était pas un métier de devenir boxeur et il fallait que j'assure ailleurs et que je pouvais pas faire ça, quoi. Et du coup, je les ai rassurés. Comment t'as voilà. fait pour les rassurer? Bah, je les ai rassurés en leur disant que c'était pas parce que eux n'avaient pas de référentiel de gens qui avaient réussi dans cet écosystème que moi j'allais pas y arriver et que même s'il n'y en avait pas eu, bah c'est pas grave, je pouvais être le premier. Est-ce que toi, t'as eu peur un moment? Peur, alors je sais pas de quel Sur type le de peur. ring ou est-ce que t'as douté Oui, de cette alors vocation que voilà, t'avais bien choisie? sûr. Alors effectivement, oui, il y a eu beaucoup de doutes qui s'est installé à différents moments. Le doute de ne pas y arriver. Tu vois, tout simplement, je te parlais, donc j'ai commencé à 13 ans et comme mes parents voulaient pas que je fasse de combat, bah, le premier combat, je n'ai pu le disputer qu'à 18 ans. Donc tout ce temps-là, tu vois, c'est 4 ans et demi, 5 ans, je les ai passés à attendre, à m'entraîner et le jour du premier combat, je le perds. Donc quelque part, bah, un premier doute parce que je me dis ça fait 5 ans, 4 ans que tu t'entraînes pour un premier objectif, un combat junior de jeune qui est pas encore du haut niveau, quoi, tu vois, et tu perds. Et donc, il y a eu du doute. Et à chaque fois que j'ai eu un revers, en fait, il y a eu du doute. Et ce qui est bien, en fait, c'est quand le doute te permet de progresser. Et moi, ça a été mon cas. Il m'a fait me remettre en question, il m'a fait me réaligner et il m'a fait monter d'un étage. Et du coup, oui, j'ai eu plein de moments dans ma carrière du doute. Et ça n'a fait que me renforcer. Et voilà. Dans la vie, c'est quoi le plus gros combat que t'aies perdu? Combat que j'ai perdu. Elle est pas facile la question. Je- Bah, ça va être de perdre un proche, mais c'est pas vraiment mon combat parce que c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir, en fait, tu vois. Quand tu perds un proche, enfin, tu peux pas combattre, en fait. Il y a pas de combat, c'est pas toi qui combats. Donc, je dirais le combat que j'ai perdu dans la vie, non, j'en ai pas. Et du coup, tu évoques la perte d'un proche, du coup, qui t'a affaibli, je suppose. Comment t'as fait pour remonter la pente? Alors, c'est pas que ça m'a affaibli, c'est que c'est vrai, ça m'a juste fait prendre conscience que c'était important de prendre du temps. Tu vois, quand on travaille beaucoup, quand on est pris par des vies qui sont passionnantes, hein, ben, on oublie parfois un peu l'essentiel et le fait de parfois prendre du temps avec sa famille, ce genre de choses, quoi. Ce que je fais, ce que j'ai toujours fait, mais plus que prendre du temps, je sais pas, partir en vacances, voilà. Tu as partagé cette semaine un moment en famille auprès d'une personne qui arrive à la fin de sa vie, en tout cas, qui a passé la plus grande partie de sa vie. C'est des moments qui sont précieux pour toi. Est-ce qu'ils ont un impact sur ton quotidien? Alors oui, j'adore, tu vois, essayer de passer un peu de temps avec ma famille et notamment, je passe régulièrement des coups de fil à mes grands-parents, à mes tantes, enfin, ou pas à tous, mais en tout cas, voilà, j'essaye de garder le lien parce qu'on se retrouve pas forcément toutes les semaines. Et c'est important pour moi. Et c'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'ai posté parce que c'est très rare que je poste des choses sur ma famille. En fait, j'ai une de mes grand-mères, donc la mère de mon père, qui lui, pour le coup, est partie, qui a fêté ses 100 ans. Et du coup, c'est vrai que je trouvais ça assez peu commun d'arriver jusqu'à cet âge-là et avec une aussi belle santé qu'elle. Et c'est vrai que j'ai partagé ce moment parce que c'était un moyen de dire que, en fait,
connaître ses racines, ça nous permet de mieux construire ses ailes, quoi, entre guillemets. Et du coup, de se rappeler d'où on vient, de se rappeler de plein de choses et de tout l'héritage qu'on récupère et qu'on essaye de perdurer, quoi. Qu'est-ce que tu gardes comme valeur principale de cet héritage, de ces racines dont tu parles? Je dirais la simplicité, la, alors, marocaine, comment on peut dire? Maroquinisation? Ouais, enfin, la culture marocaine, voilà, pour parler français. Oui, en fait, même plein de choses, tu vois, les plats traditionnels que j'ai eu toute mon enfance, des choses où je me dis, mais est-ce que dans 20 ans, il y aura encore de la dafina, tu vois, par exemple? Je sais pas. Est-ce que ça va perdurer, tu On va sais? essayer de transmettre On va essayer de ça à nos transmettre, enfants. mais c'est vrai que c'est pas évident parce que finalement, tu te aperçois que il y a toute une culture, mais qui va peut-être se perdre, et c'est logique vu qu'on n'est plus dans le pays. Tu vois, t'es plus au Maroc, et donc les premières, les deuxièmes générations, à la limite, ils étaient encore en contact avec ceux qui ont grandi au Maroc, mais une fois que tu t'es installé dans un pays et que ça commence à durer, peut-être que tu retrouves de nouvelles. Je sais pas. En tout cas, ça Ça se c'est vrai. dilue. Voilà, ça peut se diluer, et c'est vrai que c'est des choses qui me sont chères parce que c'est les gens qui étaient là avant nous, qui ont fait voilà. Est-ce que tu as besoin d'aide pour garder cet héritage ou c'est des valeurs qui font partie de tes bases, de ton enracinement? Ou est-ce que c'est difficile, c'est un effort de conserver tout ça? Non, je dirais pas que ce soit un effort, puisque en fait, moi j'adore toutes les fêtes, et il y en a beaucoup, et en tout cas celles que je fais, j'aime ces moments, et en fait c'est aussi ça pour moi, la culture juive marocaine, c'est vraiment cet héritage, c'est ce côté de se retrouver en famille, et la religion en tant que telle, elle est presque accessoire, en fait elle arrive dans un... Chacun après à son niveau de foi, ça c'est plus complexe, mais en tout cas, cet héritage qui vient de la religion, bien sûr, c'est celui-là que j'aime bien, moi, de ce partage en famille, et c'est que de l'amour. Et la foi, justement, la spiritualité, elle a quelle place dans ta vie aujourd'hui? Alors, la foi et la spiritualité, elle a une grande place dans ma vie, dans la mesure où, en fait, j'ai toujours, je pense, eu un côté un peu spirituel qui s'est, on va dire, développé avec le sport, et je pense que notamment les sports de combat te poussent à cette quête un peu de spirituelle, de comprendre, parce que tu as beaucoup de moments d'épreuve où tu es un peu seul, etc. Et donc, euh, et donc je m'interroge, j'aime bien me poser, mais par contre, tu vois, je dissocie ça d'une pratique religieuse, c'est-à-dire que mon niveau de pratique, il est assez faible. Si c'était ça la question. Pas du Non, tout. alors non, c'est pas ça. Mais Non, vraiment, non, je suis complètement d'accord avec toi sur c'est le deux fait choses que différentes, tu vois. c'est complètement à part. Tu peux ne pas du tout pratiquer et complètement croire en Dieu et être conscient qu'il y a quelque chose au-dessus de nous de plus grand. Exactement. Et Et d'ailleurs, tu vois, j'ai des amis où j'arrive à retrouver chez eux beaucoup de spiritualité et beaucoup de niveau de pratique. Et j'arrive chez d'autres à avoir beaucoup de niveau de pratique, et je peu retrouve finalement peu de de spiritualité. spiritualité, tu vois. Je suis totalement d'accord. Est-ce que toi, tu as des petits rituels avant de monter sur le ring ou est-ce que tu y penses? Est-ce que tu ritualises des choses ou est-ce qu'il y a des croyances qui t'accompagnent un peu au quotidien? Des croyances par rapport à Est-ce ce qu'on vient de que dire, non, à ce qu'on évoque. des petits... Ouais, par rapport à ta spiritualité ou pas? Est-ce que, par exemple, tu vas prier? Est-ce que, par exemple, tu vas avoir un petit rituel Alors, j'ai en pas lien vraiment avec de cette rituel, mais spiritualité? oui, effectivement, en fait, comme je passe du temps, on va dire, dans ma bulle, il y a forcément un moment où voilà, je sais que ça peut être dur, et que même si ça va le faire, ça va être dur. Et du coup, ça peut m'arriver aussi voilà, de demander que tout se passe bien. Et donc, oui, il y a de la spiritualité quelque part. Est-ce que, à côté de ça, tu te fais accompagner aussi sur un plan psychique, psychologique, par des coachs mentaux, des préparateurs mentaux? Exactement, en fait, dans les moments de creux, on va dire, où j'ai eu des échecs, je me suis rendu compte que j'étais fort physiquement, et que je m'entraînais beaucoup, et qu'il n'y avait pas de raison que je perde, si ce n'est le mental. Et du coup, en fait,
j'ai commencé à me pencher sur cette question et j'ai été, en fait, je me rappelle, il y a pas mal d'années, hein, il y a plus de 10 ans, je crois, je suis allé contacter la psychologue de Teddy Riner qui s'est occupée de moi, etc. Et en fait, après, au bout d'une saison passée ensemble, j'ai voulu voir autre chose que ça. J'ai été voir des coachs mentaux. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'en vois pas au quotidien, mais quand je repars sur une préparation de combat, je fais toujours un accompagnement avec un préparateur mental. C'est plus adapté à mon tempérament qu'un psychologue. Et voilà. Et donc, et je trouve que c'est hyper important d'être fort sur le plan mental parce que si tu veux, le mental guide le physique, enfin tout est relié. D'ailleurs, moi j'aime bien parler de trois choses. C'est que je pense que pour être performant, il faut être bien aligné mentalement, physiquement et même émotionnellement. Et du coup, c'est cette harmonie qui fait que tu vas être performant sur le ring ou en entreprise ou dans ce que tu veux. Ce qui fait la différence avec quelqu'un qui juste s'entraîne, quoi. Exactement. Ok. Est-ce que, plutôt la question que je voudrais te poser, c'est quelle leçon le sport t'a apprise dans la difficulté ou même dans la victoire? Le sport, vraiment, moi, ce qui m'a fait, ce qui m'a appris, c'est que j'étais un rêveur, que je suis toujours, et que en fait, c'est assez pragmatique parce que tu gagnes, tu perds, tu vois, il n'y a pas de nuance, et que du coup, ce que tu peux rêver, tu peux l'atteindre, et du coup, le sport, voilà, m'a appris à décrocher des objectifs et en vouloir des nouveaux, et ça a été une école de la vie. Et tu vois, et on dit que tu as plein de sports qui rendent des gens sportifs. Moi, je pense que mon sport a fait de moi un homme par toutes les valeurs qu'elle m'a données. Est-ce que, au-delà de ces valeurs, ça te met pas beaucoup de pression parce qu'il y a de la douleur, il y a les blessures, il y a forcément les combats que tu perds, même si j'ai regardé un peu ton parcours et il n'y en a pas beaucoup. C'est quoi ta ressource? Alors effectivement, il y a de la pression, et d'ailleurs elle est nécessaire, cette pression, pour performer à haut niveau. Il n'en faut pas trop, il faut l'ajuster. Mais comment dire, elle fait partie aussi de moi, et si tu veux, au contraire, le risque, ça va plus être quand j'aurai plus ça, dans ce que je ferai de nouveau. Est-ce que je vais retrouver un niveau d'intensité, un niveau d'énergie, d'adrénaline qui va m'aider à me porter dans des projets. En tout cas, moi, aujourd'hui, je me nourris de ça, et ça me fait du bien d'avoir cette pression, et je la vis bien. Tu t'en sers de cette pression aussi dans tes autres projets d'entrepreneuriat, d'image. Est-ce que tu arrives quand même à trouver l'équilibre avec ta vie de famille? Bien sûr. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'expérience du ring m'a aidé en dehors. Tu vois, l'expérience de sportif t'aide à... des fois, tu perds et tu reviens. Quand il y a des moments où ça va moins bien dans le boulot ou quoi, tu sais que c'est passager, et c'est vraiment une manière pour moi de garder cette discipline et cette abnégation, quoi, que j'ai pu avoir dans ma carrière, la mettre dans ma vie de tous les jours. Et c'est vrai que... attends, je me rappelle plus dans ta question. C'est aussi l'équilibre que tu trouves avec toutes tes casquettes, finalement. Est-ce que tu te sens pas un peu submergé parfois par tous les rôles que tu incarnes? Alors, c'est vrai que des fois, je me sens submergé, et en même temps, je dois être un peu maso parce que, en fait, j'ai une tendance à ne pas dire non. Et du coup, quand on me propose un nouveau projet, bien que le principal, c'est ma carrière sportive, mais quand il y en a un nouveau qui arrive à moi, tu sais, je suis dans un sport qui est un sport de niche où ça n'a pas été facile, tu vois, d'émerger, et où toute ma situation s'est faite par rapport à ça. Il y a eu tellement de portes qui ont été dures à ouvrir que quand on m'ouvre une porte, j'ai peur de la fermer. Tu vois, donc je mets toujours un pied dedans, mais c'est de l'énergie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on me propose quelque chose, j'y vais. Et du coup, c'est là où j'ai besoin après de me ressourcer auprès de gens sains comme ma famille, tu vois, où c'est très...
c'est pas du tout show business ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Dans toute ce chaos qui est ta vie aujourd'hui, est-ce que tu t'autorises de la vulnérabilité? Ah, c'est une bonne question. Et c'est vrai que je ne m'autorise pas beaucoup de vulnérabilité. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que, tu vois, j'ai appris à avoir une carapace, à gérer mes émotions par rapport au combat, quoi, par rapport à la boxe, par rapport à l'entraînement qui représente pendant 2 à 3 fois par jour, on va dire plus 2 maintenant, mais pendant longtemps c'était presque 3. Et à un moment donné, en fait, le Cyril athlète, c'est le même en fait que l'autre. Et du coup, cette carapace-là, tu peux plus l'enlever au bout d'un moment parce que tu t'es tellement habitué à la mettre. Et donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que je m'autorise très peu de vulnérabilité, ce qui fait que en fait, les seuls moments où j'en ai, c'est quand je sais pas pourquoi, parce que j'ai fait trop de surmenage, boum, je vais tomber avec une grippe 42 fièvre pendant quelques jours et je vais pas être bien et je vais penser à des choses qui me saoulent. Mais c'est ton corps qui décide pour voilà, toi finalement quand tu c'est t'autorises à ça, être c'est rarement vulnérable. le mental ou quoi. Et en fait, moi je suis tellement un optimiste et un enthousiaste dans tout que mon énergie, elle est toujours là, on va dire mentalement, parce que je suis comme un enfant dans plein de choses en fait, tu vois. Auprès de qui tu t'autorises cette petite vulnérabilité aujourd'hui? Ah je dirais que c'est à la maison, quoi, tu vois, où je vais avoir, plus oui, où je vais m'autoriser à être plus chouchouté, quoi. Ce qui est vrai, c'est que dans tous les cas, avec ma famille, que ce soit mon frère, ma mère, ma femme, n'importe qui, je suis très, on s'occupe de moi, quoi. T'es bien entouré, Voilà. on va dire. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives quand même, malgré tout, à ressentir de la fierté, à être fier de toi, fier de ce que tu as accompli? Alors, c'est assez étrange parce qu'il y a un côté de moi qui est fier et qui est bien de ce que j'ai accompli. Et il y a un autre côté de moi qui est pas du tout dans l'autosatisfaction, mais qui est dans la réalisation de demain. Et en fait, et du coup, je suis plus en train de penser à ce que j'ai envie de faire, en train de construire, qu'à ce que j'ai déjà fait, et du coup, à profiter et à se dire, ah, quand même, c'est bien ce que tu as fait là, etc. Et parce que ce qui m'anime, encore une fois, c'est d'aller de l'avant et de faire des nouvelles choses. Aujourd'hui, est-ce que tu considères avoir réussi? C'est... Et si oui, sur quels critères? Et sinon, sur oui, alors effectivement, j'ai réussi à accomplir les rêves que je m'étais mis en tête à l'âge de 13-14 ans. Et, c'est un bel objectif déjà. Ouais, mais grave. Mais seulement, comme je disais, voilà comment je suis, mes rêves ont évolué. Et du coup, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'avoir réussi. Et j'espère ne pas tomber dans une course effrénée à quelque chose où, en fait, tu cours après quelque chose qui est interminable. Si tu vois, tu vois jamais le bout. Ne jamais te satisfaire Voilà, finalement exactement, de ce que tu as aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Et donc, non, je suis pas dans avoir, je suis plus dans le... Tu vois, là où je suis content, c'est quand j'ai des moments de transmission, tu vois, que ce soit avec des jeunes, que ce soit avec des moments où je vois que ça peut inspirer, où je me dis, ah, il y a de l'impact, tu vois, c'est concret. Et là, je me dis, bon, ça, c'est cool. C'est vraiment une question que je voulais te poser, c'était pas prévu à ce moment dans l'interview, mais je vais en profiter puisque tu en parles. Est-ce que c'est un truc que tu as envie de faire, de coacher, de transmettre, d'élever les générations futures? Alors, bien sûr, il y a plein de choses que j'ai envie de transmettre. Alors, je ne me vois pas devenir spécialement coach, tu vois. Mais d'ailleurs, je suis en train de monter une salle de boxe et qui est en travaux. Et donc, c'est pour bientôt. Et j'espère en faire plusieurs. Mais si tu veux, je ne me vois pas coacher spécialement. Mais parce que j'estime que le niveau d'expertise que j'ai mérite d'avoir plus de résonance qu'un coaching, on va dire, avec des petits groupes où je préfère essayer de parler soit à de l'influence qui va pouvoir faire le boulot, soit à des grands groupes, ce qui peut m'arriver quand je fais des interventions dans des associations ou des écoles ou même peu importe, quoi, même quand c'est des adultes.
Et en fait, et pour moi, oui, ça c'est top parce que je suis en train de faire bouger les choses dans le sens qui m'anime moi, quoi. Quel message tu as envie de transmettre aux prochaines générations, un petit jeune qui a envie de se mettre au sport de combat? Alors, un petit jeune qui a envie de se mettre au sport de combat, sport de combat Qui ou a envie pas de prendre sport de... confiance en lui, en tout cas. Voilà. En fait, exactement, c'est plus bravo. C'est très bien ce que tu dis parce que, en tout cas, dans mon tempérament, pardon pour le pied, dans mon tempérament, c'est vrai que c'était plus la confiance qui a pu, j'ai l'impression, me manquer à certains moments. J'ai envie de leur dire que voilà, ce que je t'ai dit au début, c'est-à-dire que si tu as une envie quelconque, que tu as un rêve, que tu as une pensée dans quelque chose et que ça te fait du bien, cette pensée, garde-la bien au chaud et dis-toi que c'est possible. Et surtout, garde-la, enfin, prends-en soin, ne te laisse pas décourager parce que telle ou telle personne, aussi proche soit-elle, n'y croit pas ou tu vois. Et donc, c'est vraiment croire en ça. Après, la deuxième chose, c'est bien évidemment de travailler et d'arriver à accepter la patience parce que moi, j'ai eu la chance de grandir et en tout cas de me former au sport. Il n'y avait pas on était forcément plus patient parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les portables comme ça, les smartphones. Et je pense que ces objets peuvent nuire quelque part à la patience parce qu'on a eu l'habitude d'avoir tout de suite. Et donc, c'est juste de savoir que la patience est une arme, quoi. Tu vois, il faut arriver à s'en servir. Au-delà de la patience, est-ce que toi, tu as eu la sensation à certains moments de devoir sacrifier des choses pour atteindre ton objectif? Oui, mais je considérais pas ça comme un sacrifice. Je considérais ça comme un choix. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai pas de regret, par exemple, aujourd'hui, de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir fait ces soirées étudiantes là, ou de ne pas avoir bu, j'en sais rien, ou de drogue, j'en sais rien, enfin de choses qui ne m'attirent pas parce que, en fait, je suis entièrement convaincu que c'est par cette ligne de conduite que je vais réussir là où je veux aller. Donc, c'est plus un choix, tu vois. Et Des choses que tu considères avoir sacrifiées pour ton objectif ou absolument pas? Ce qu'on peut appeler sacrifier, oui, c'est-à-dire que j'ai mis de côté pas mal de temps que j'aurais pu passer avec des amis, parfois de la famille. Mais encore la famille, je l'ai quand même bien, ça va. Mais ouais, ma vie perso, enfin, ou ma vie perso peut-être, mais parce que finalement, quand c'est une passion, c'est ta vie perso, en fait, ton travail. Tu vois, parce que c'est quelque chose qui est... qui tu es. Exactement. Est-ce qu'il y a une habitude aujourd'hui que tu as dans ton quotidien qui est non négociable? Une habitude que j'ai dans mon quotidien qui est non négociable. Non, je crois pas avoir d'habitude comme ça. J'arrive pas à te... T'es pas encore un vieux papy. Non, non, franchement, j'arrive bien à changer mes habitudes. Si tu avais un échec préféré? Un échec préféré? C'est dur, hein, parce que là, tu parles quand même à un compétiteur, donc on n'aime pas trop. Je te dirais, oui, c'est de perdre un combat et de revenir en tant qu'outsider et de tout péter sur le match retour, quoi. Quel conseil de coin de ring tu t'appliques à toi-même dans la vie? C'est vraiment ce que tu disais, c'est vraiment genre aie confiance, fais les choses, tu sais, et parfois à trop vouloir être perfectionniste. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens perfectionnistes, ils doutent beaucoup parce que tu cherches la perfection et quand tu cherches la perfection, tu fais rien. Parce que la perfection, elle naît de l'imperfection. Et donc, c'est parce que tu fais des premiers pas qui sont pas bien faits que tu vas pouvoir en faire des meilleurs et après courir. Si tu ne vas jamais faire ton premier pas, parce que tu penses que tu vas tout de suite courir le 100 mètres en 10 secondes, c'est impossible. Et donc, en fait, c'est apprendre de se dire qu'il faut y aller, tu vois. Et il y a un proverbe que j'aime bien qui est « Motion creates emotion ». Et c'est vrai, le mouvement, ça crée de l'émotion. Et donc, il faut s'obliger à faire quelque chose. Et vraiment, moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est et je m'en veux quand je le fais,
c'est de procrastiner parce que j'ai un petit doute, ah non, bah, je le ferai plus tard, ou cette fameuse to-do list. Il n'y a pas de to-do list, moi. Je dois faire un truc, je le fais maintenant. Et je me dis pas, ah, j'ai ça à faire. Le temps que j'ai pris à tout écrire, j'aurais pu tout faire, tu vois. Donc j'essaye de m'appliquer je fonce, tu vois. Ok, donc ça, c'est un vrai conseil qu'on peut donner à nos auditeurs. Ouais, exactement. C'est de ne pas faire de to-do list, c'est de se mettre directement à l'action, quitte à être justement maladroit et en fait, la to-do list, entre guillemets, parce qu'on va pas dire de ne pas le faire, elle est intéressante d'un point de vue organisationnel de se dire qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Prioriser. Voilà, prioriser. C'est la seule chose à quoi ça peut servir. Maintenant, moi, le temps qu'on met à écrire les choses, souvent, on ne le passe pas à faire. Et c'est vrai que ce qui demande du courage, quelque part, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, moi, j'ai beaucoup d'admiration, j'ai la chance d'avoir rencontré plein de gens brillants qui sont souvent avant tout courageux parce qu'en fait, ils n'ont pas peur de l'échec et ils se sont cassés la gueule plein de fois. Et en fait, ce qui va faire qui te limite, c'est souvent la peur de l'échec où tu vas te cacher derrière cette to-do list, quoi. Absolument. On arrive déjà à la fin de notre épisode. Je vais te poser les questions qu'on appelle signature et que je pose à l'intégralité de mes invités. Quelle est la dernière fois où tu t'es senti pleinement toi-même, profondément vivant ? Alors, en fait, c'est assez marrant parce que il y a donc chez quelqu'un comme moi qui suit malgré tout les interviews, etc., je suis quand même un peu réservé et introverti. Et en fait, là où je me sens moi-même, souvent, c'est après un combat, si tu veux, qui s'est bien passé, que j'ai gagné, il y a une sorte de décharge d'adrénaline qui fait que tu vas à fond. Je vais à 1000 à l'heure, comme peut-être quelqu'un qui a beaucoup bu. Et moi, je vais toujours à 1000 à l'heure, mais dans ma tête, tu vois. Et du coup, je l'exprime pas forcément. Et du coup, c'est marrant quand je suis moi-même comme ça parce que c'est pas forcément agréable à suivre parce que je parle beaucoup, je suis très et en fait du coup c'est les moments où j'adore où je vais vite et où j'adore faire l'idiot. En fait, et du coup la dernière fois que je vois ça, c'est un combat. Sinon, c'est quand j'étais plus jeune ou avec certains potes à moi qui sont un peu ouf et du coup je me mets au diapason et je suis un peu ouf aussi. T'arrives à être sans filtre. Sans filtre, exactement. Ça signifie quoi pour toi être soi ? Être soi, ça signifie de garder ton identité malgré le fait que tu pourrais avoir envie de la changer pour telle ou telle raison parce que ton interlocuteur pourrait remettre ça, tu penses que ça pourrait avoir un impact sur ce que tu fais, quoi. Et je pense que être soi, c'est je sais pas moi, il y a une question que je voulais pas faire, c'est de te dire non, je veux pas répondre à cette question, tu vois, de rester fidèle à soi-même, quoi. À qui tu as envie de dire merci aujourd'hui ? Ou à quoi ? À qui j'ai envie de dire merci ? J'ai envie de dire merci à plein de gens, hein, à ma famille qui me soutient depuis toujours, à mes parents, mes grands-parents, mon frère, toutes les personnes proches, quoi, tu vois, qui m'ont toujours soutenu, mes entraîneurs. Ouais, franchement, à toutes les personnes, en vérité, qui ont pris du temps pour moi. C'est hyper important de dire merci aujourd'hui, c'est l'objectif de ma question. Et d'un invité à l'autre, c'est vrai que les réponses sont très, très, très variées. Si tu avais aujourd'hui une recommandation à partager, un support, un livre, un film, un podcast Alors écoute, il y a un livre qui moi, a été exceptionnel pour moi. C'est un livre qui a été écrit par un Israélien qui s'appelle Marshall B. Rosenberg, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les mots sont des murs ou bien des fenêtres ». Et en fait, c'est un livre formidable, un outil formidable pour les parents, pour n'importe qui, pour en fait apprendre à dialoguer et comprendre, tu vois, le titre est parlant, comprendre à quel point en fait l'articulation des mots, parce que notre langue est très riche, change tout au message final et au message reçu, et du coup à comment faire en sorte que, en fait, comment la communication peut ouvrir des portes ou les fermer. Et c'est un peu l'intelligence sociale, je pense, émotionnelle qu'on appelle,
qui émanent de ce livre et je le trouve vraiment formidable comme outil. On mettra ça dans les notes du podcast. Qui t'aimerais entendre à ta place au micro du BUP Talk? Qui j'aimerais entendre à ma place? Écoute, un podcast qui m'a beaucoup, beaucoup passionné dernièrement, je l'ai déjà entendu, mais ça me ferait kiffer de le voir ici. C'est notre ancien président, que j'espère qu'il va sortir très, très vite de prison, même si je ne vais pas faire de politique, et ce serait de l'entendre. Voilà. Ok. Big up, Nicolas Nicolas. Sarkozy, ouais. Big up, Nico. Pour celles et ceux qui souhaitent te suivre ton actualité, découvrir ce que tu fais aussi en tant qu'entrepreneur, où est-ce qu'on peut te suivre aujourd'hui? Alors, on peut me suivre sur les différents réseaux sociaux, bien que l'endroit où je mets la majorité de mon actus, c'est sur Instagram, donc Cyril Benzaken. Ok. Merci infiniment pour cet échange qui était dense, qui était lumineux. Ta trajectoire, ta lucidité sont une vraie leçon de détermination. Et j'invite tous les auditeurs à nous envoyer un petit message si ça leur a plu autant que ça m'a plu à moi. À t'envoyer un message à toi, au moins ça nous fera, je suis sûre, très plaisir. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du BUP Talk. Merci Sarah.